Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi, et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Bonjour Salut, Stéphane, Julien. bonjour à tous. Pour parler d'un film que tu affectionnes particulièrement, Julien, on a fait un sondage sur Internet pour demander aux gens, parmi une série de films, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on traite éventuellement dans Stéroïdes, le podcast. Et il est arrivé en bonne position. Et il s'agit de Roadhouse de Roddy Harrington, produit par Joel Silver avec Patrick Swayze. Moi je dis Swayze, comment tu dis toi ? Swayze, en fait ça se dit Swayze de toute façon, Voilà. mais bon, Swayze ou Swayze, les deux passent. Hein. Et alors j'ai une confession à faire qui va peut-être en énerver certains. Moi je n'ai jamais aimé ce film. Je le dis d'entrée de jeu parce que je sais qu'il y a des gens que ça fait râler. J'ai jamais aimé ce film et je l'ai revu et j'aime toujours pas. Mais j'ai en face de moi quelqu'un qui aime ce film. Oui, sincèrement. Voilà. Oui, sincèrement. Oh, bah déjà, je n'aime les films que sincèrement. Même quand ce sont des films qui me font marrer, je les aime avec amour. Et celui-là, je l'aime d'un amour profond. Parce qu'il y a quelque chose dans ce film qui est assez années 80. Et c'est une époque que nous connaissons tous les deux fort bien. Et puis, il y a un ensemble d'ingrédients relativement étonnants, je trouve. Roadhouse, c'est à la fois un film tout à fait typique des années 80, mais alors dans toute son exubérance, dans toute son sens de la punchline, dans toute parfois sa bêtise un peu assumée, qui moi me transporte à chaque fois. Je me dis tiens, je sais pas quoi regarder ce soir, j'ai envie de passer un bon moment avec Patrick Swayze qui fracasse des gueules. Allez, c'est parti, Roadhouse. Ok. Alors est-ce que tu vas déjà nous pitcher le film ? Eh ben le pitch en lui-même, il est déjà intéressant en soi parce que pour moi, c'est un pitch qui résume tout à fait la décennie 80. C'est-à-dire que dans la décennie 80, on était capable de te dire, ok, on va prendre un sujet, quel qu'il soit, mais le mec, ce sera le meilleur, ok ? Et quoi qu'il fasse, c'est le meilleur. Donc là, on te parle quand même, globalement, on dit, ok, c'est super, c'est l'histoire d'un mec, tu vois, dans la vie, il est videur, tu vois. Donc normalement, tu fais, ouais, ok, super. Et là, on fait, ouais, mais c'est pas n'importe quel videur, c'est le meilleur. Et on te vend ça, tu vois, c'est Citizen Kane, le truc, c'est le mec, c'est le meilleur dans son boulot. Du coup, t'as le monde entier qui le respecte. Et du coup, on vient le chercher. On vient le chercher dans la boîte où il travaille pour lui dire écoute, moi j'ai ouvert une boîte quelque part au fin fond du Kansas. C'est un taudis le truc. Qui s'appelle le Double Juice. Le Double Juice. Putain, il a mis son t-shirt. J'ai le t-shirt Double Juice. Vous pouvez pas le voir, mais il a mis effectivement, je déconne pas, c'est pour de vrai, il a le t-shirt Double Juice, ok ? Et il lui dit viens dans ma boîte, tu vas m'aider à la réparer parce que y a des méchants et il faut qu'on combatte les méchants pour que ma boîte, elle soit mieux. C'est à peu près ça le pitch. Ça c'est le pitch, mais bon, en fait, tu t'exagères un petit peu quand même. À peine. Ouais. Globalement, il y a vraiment cette espèce d'exubérance-là que moi je trouve vraiment très années 80, de dire mais pourquoi l'histoire d'un videur, ça m'intéresserait ? Et pourquoi le fait qu'un videur soit le meilleur, c'est un truc qui est argument cool. pour faire un film. C'est surtout ça, quoi. Pourquoi c'est un argument pour faire un film ? Mais c'est fait avec une telle... Alors déjà, je trouve que c'est fait avec une... C'est fait avec une vraie, presque authenticité, mais en tout cas une vraie sincérité. C'est-à-dire que tant qu'à faire ce film-là, on va y aller à fond. Et comment on y va à fond ? En fait, on va y aller simplement, on va se dire, ok, c'est très bien. L'histoire du videur, c'est un prétexte. Et ce qu'on va faire, c'est une structure de western absolue. Mais absolue. C'est l'histoire du lonesome cowboy solitaire qui arrive dans une ville. La ville est tenue par un magnat, quel qu'il soit, que ce soit le mec qui tient le saloon, là c'est un magnat qui possède toute la ville, et l'étranger va défier petit à petit le magnat. Et pour avoir des relations sociales, t'as le saloon, quel Double Juice, t'as la doctoresse dont il tombe amoureux, t'as vraiment tous les ingrédients du western, les hommes de main qui sont très très méchants, qui sont là aussi. Donc t'as une vraie dynamique de western que je trouve assez étonnante de voir dans un film des années 80 et qui fonctionne à mon sens plutôt pas trop mal. Alors, moi je vais un peu tempérer ce que tu dis quand même, là, c'est là où je rentre en ligne de compte, c'est que, en fait, alors oui, c'est une dynamique de western, c'est évident, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Le problème, en fait, c'est qu'on perd littéralement la noblesse du genre, en fait, dans le comportement des personnages. C'est-à-dire que, en gros, le premier point, c'est que c'est pas des colts, c'est pas des trucs comme ça, c'est de la baston, mais du kickboxing déjà. Ouais.
Donc bon, je sais que c'était à la mode à l'époque, mais quand même, tu vois. Et puis là, pour le coup, j'échange littéralement pas mon baril de Van Damme contre 3 barils de Patrick Swayze, quoi. Parce que il est peut-être très physique, y a pas de problème et tout ça, etc., etc. Mais pour moi, ça a toujours été un leading man de films romantiques, en fait. Et en fait, il a tendance déjà à pousser vachement le film dans cette direction. En tout cas plus qu'un film d'action de Joel Silver habituel, tu vois, on va dire, parce que c'est produit par Joel Silver, il faut aussi le rappeler, quoi. Et même ça, je trouve, ça ressemble pas tant que ça à un film de Joel Silver, malheureusement. En tout cas, les bons. Ça y est, ça commence. Non, mais voilà, bah ouais, j'avais prévenu que j'aimais pas le film, mais je l'ai revu exprès. Et l'autre truc, c'est que d'un seul coup, il y a même pas ce que éventuellement, parce que j'allais dire, en fait, le problème, c'est que ces personnages-là, c'est tous des beaufs, y compris Patrick Swayze, honnêtement. Bon, parce que déjà, c'est la fête au mulet. Tu vois, je veux dire, littéralement, ils ont tous un mulet dans ce film, quoi. Ouais. À part Ben Gazzara. Mais tu vois, tu parlais du mania de la ville, en fait, qui, on va dire, c'est un emploi, si vous avez des références de western, c'est un emploi que Gene Hackman a eu dans Impitoyable, par exemple, ce genre de choses, quoi. Mm-hmm. Même si là, c'est le shérif, en l'occurrence, mais c'est quelqu'un qui, voilà. Sauf que, en fait, Gene Hackman, il fait peur, quoi. Ben Gazzara, j'arrive pas à croire, si tu veux, c'est quand même le combat final avec Ben Gazzara, et tu fais, mais pourquoi ? Tu sais pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on garde en dernier ? Parce qu'effectivement, le combat final, il a lieu un peu avant, parce qu'il est avec un homme de main qui est aussi physique que Patrick Swayze. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt un combat qui tient plutôt bien la route, dans la mesure où on a quand même deux acteurs qui sont vraiment des acteurs physiques. Faut le préciser, t'as parlé de Joel Silver, mais il y a une équipe technique sur ce film qui est relativement ahurissante. Oui, c'est-à-dire que, alors, c'est vrai que si tu compares ça aux autres films de Roddy Harrington, par exemple, hein, déjà là, t'as un scope léché, c'est Dean Cundey. C'est Dean Cundey à la photo, donc de Carpenter, quand même. De Carpenter, de Retour vers le futur, de Jurassic Park. Enfin, c'est une brute. C'est une pointure, quoi. Et en fait, le truc, c'est que du coup, là-dessus, on peut pas dire que c'est pas soigné, c'est vrai. Au niveau du montage. C'est qui déjà ? C'est Uri Host, c'est donc le monteur Robocop, de Die Hard, Robocop, Total Recall. Bon, les mecs, il a pas la même matos, hein, sous la main. C'est quand même un très bon monteur, quoi qu'il en soit. Certes. À la musique, on a Michael Kamen. C'est pareil, je trouve que c'est pas du tout son meilleur score. Faut dire aussi que t'as l'impression, alors j'ai pas pu vérifier l'information, mais t'as l'impression que c'est un film qui a été monté avec une temp track basée à grands coups d'Arme Fatale et à grands coups de Die Hard, et après ils ont demandé à Michael Kamen, bah écoute, fais ce qui est déjà fait, en fait. Bah, il avait une très bonne relation avec Joel Silver de toute façon à l'époque. Mais en fait, ce que j'allais dire par rapport à tout ça, c'est justement l'un des problèmes du film, c'est que pour moi, en tout cas, en fait, c'est difficile je trouve que c'est. Alors, et j'espère que les gens dans les commentaires vont peut-être s'expliquer là-dessus, comme toi tu le fais maintenant, sur les raisons fondamentales de leur amour pour ce film, parce que globalement, pour moi, c'est un film qui est vraiment entre deux. C'est-à-dire que c'est pas assez beauf, bourrin, comment dire. Et genre vas-y qu'on te fout de la country partout et que c'est vraiment le truc qui essaye d'appâter le redneck si tu veux pour venir voir le film dans la salle, parce que c'est ce que je disais, d'un côté t'as Patrick Swayze qui fait le beau gosse tout le temps, t'as une portion assez importante en fait de son histoire d'amour avec Kelly Lynch, quoi. T'as des bastons finalement moi je trouve assez molles, hein, en vrai pour moi c'est tout le problème. Après ça peut être bien réglé mais je les trouve pas très bien filmées, quoi, pas très excitantes, quoi. Et donc ça va pas assez loin dans ce truc là. Et inversement, ça va pas du tout, même, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qui, moi, m'aurait pu m'intéresser aujourd'hui, me dire, tiens, le film, il tient la route 30 ans après, même si c'est un truc des années 80, même si, etc., parce que c'est un film sur les prolos, quoi. Et voilà, nous, on aime les prolos, on le traite, en fait, sous cet angle-là, on a vraiment envie de montrer que ça peut être des personnages, comment dire, enfin, on peut s'en sortir leur noblesse, on va dire, etc., ce qui aurait été peut-être le petit truc dramatique supplémentaire, tu vois, qui aurait fait finalement que j'aurais trouvé le film un peu sincère. Parce que là, le problème, c'est que je le trouve vraiment entre deux. T'as l'impression que tout le monde a essayé de tirer un peu. C'est Joel Silver qui s'est dit, bon, allez, on va foutre de la violence, tu vois, vas-y. Alors, Ben Gazzara, je spoil, hein, je suis désolé, mais il se fait buter par 15 coups de fusil à pompe. Alors, dans le point overkill d'un stéroïde vidéo, il pourrait passer. Hein. Mais c'est clair, il se fait juste littéralement overkiller, quoi. Mais même l'autre, là, le mec dont tu parles, il se fait exploser, il se fait arracher la gorge. Il se fait arracher la gorge, d'un coup de main, tu vois. Et tu te dis, mais c'est Swayze. C'est pas Schwarzenegger, tu vois. C'est pas, comment t'appelles ça, c'est pas Total Recall pour prendre une référence de l'époque, tu vois. Ça reste quand même, je trouve, assez propre, quoi, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu sens que, voilà, en fait, c'est-à-dire que soit ils te saupoudrent aussi le truc de philosophie asiatique, de machin, si tu veux, qui fonctionne pas du tout, c'est pareil, t'y crois pas une seconde, quoi. Mais c'est marrant parce que tu dis que Patrick Swayze, pour toi, tire le film vers le romantisme.
Et en même temps, tu te dis, mais si on regarde la carrière de Patrick Swayze, en tout cas la carrière, on va dire, populaire de Patrick Swayze, qui a été très très courte, au final, c'est quoi? C'est 87, 91, quoi. Il y a globalement 2 films romantiques, 2 films d'action, et t'as l'impression que Roadhouse, c'est un peu le truc qui scinde les 2 parties de sa carrière. Et alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, déjà, en fait, on parle de 2 films romantiques qui se posent quand même là. C'est-à-dire, en gros, je pense que si tu regardes ce sujet-là, si tu vas vraiment dans ce genre-là, Dirty Dancing et Ghost, c'est des films qui sont encore extraordinairement populaires aujourd'hui. Oui. Il a cette aura de héros. Voilà. On le sait hein, que c'est un acteur physique. Patrick Swayze, faut être aveugle pour pas le voir. En fait, si tu veux, ça se voit. Il est hyper bien gaulé. Il fait ses trucs. Il y a pas de problème. Voilà. Moi, j'ai jamais apprécié Patrick Swayze en tant qu'acteur vraiment. Genre, le seul film où j'aime bien, ça va à peu près, c'est Point Break. C'est vraiment le seul film, genre en général, j'ai pas de. Voilà, je sais bien que le pauvre monsieur est mort il y a une dizaine d'années maintenant et tout, et qu'il avait ses fans, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je l'ai jamais conçu comme un héros d'action. C'est-à-dire, quand on me dit qu'il aurait dû jouer, par exemple, et ce qui était le cas, en fait, le rôle de Cash dans Tango et Cash, tu vois, mais Dieu merci, c'est Kurt Russell. Quand on t'explique qu'il devait jouer le personnage principal de Predator à la place de Predator 2 à la place de même si je trouve que c'est un miscast, Danny Glover, mais Dieu merci que ce soit pas, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de. Déjà, je trouve que c'est pas un excellent acteur, vraiment. Je le trouve très limité. T'es dur. Ouais, je sais, mais après là, je sors du cadre du fait que le monsieur est mort, qu'il a sa légende à lui, etc. Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais apprécié. J'allais vraiment pas vers lui. Et Roadhouse, et Roadhouse, parlons de voilà. Moi, le problème que j'ai avec un truc comme ça, c'est que on va en parler sur d'autres épisodes qu'on va faire ensemble, tu vois, mais en fait, pour moi, un héros d'action, il est censé avoir une vraie physicalité, et t'as des acteurs, ils l'ont, et t'as des acteurs, ils l'ont pas. Et c'est-à-dire que même si lui, il est physique, et je trouve qu'il est probablement très impressionnant sur un tatami, tu vois, il est probablement très impressionnant, si tu veux, dans des trucs de danse, quand tu le vois en vrai, tout ça, etc., etc. Il est probablement très technique, mais je trouve qu'il ne parle pas à la caméra. Et du coup, en fait, c'est mon problème que j'ai avec Roadhouse, c'est que du coup, j'ai pas de plaisir à regarder les bastons du film, que je trouve finalement là tu vois, par exemple, on a par exemple un premier désaccord. Moi, je trouve que les danseurs, parce qu'à la base Patrick Swayze est un danseur, je trouve que les danseurs, ils ont une physicalité, une capacité d'occuper l'espace que je trouve assez formidable. Il y a que ce soit chez Patrick Swayze ou plus récemment chez Sofia Boutella, je trouve que ce sont des gens, quand ils arrivent devant la caméra et qu'ils bougent, je trouve ça beau, je trouve ça gracieux, je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, moi, l'occupation de l'espace par Patrick Swayze, c'est quelque chose que je trouve presque beau à regarder, comme un Van Damme est presque un danseur, plus qu'un chorégraphe, en tout cas. Voilà, plus qu'un Steven Seagal qui, lui, va mettre une grosse tatane dans la gueule, hyper rapide parce qu'il va à l'efficacité. Là, on a quelque chose qui est beau. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que Patrick Swayze a une occupation de l'espace qui est différente, qui est originale. T'as dit que c'était la fête au mulet. Bon, ça, c'est l'époque qui veut ça. Oui, puis, enfin, t'as plein de films où c'est pas la fête au mulet de cette époque-là. Hein. Oui, enfin, tu sais, c'est comme tout. Le mulet, aujourd'hui, on s'en moque. Dans 3 ans, sera de nouveau à la mode. C'est le principe de la mode. Je crois que ça aurait jamais dû être à la mode, ce truc, le mulet. Tout est cyclique. Donc, ça reviendra. Faut pas que tu t'inquiètes. T'as des gens dans 3 ans qui vont dire le mulet, c'est tellement cool. Et tu vas faire non. Ou tu vas faire, bah oui, je sais, suivant ton bord au niveau du mulet. Mais fondamentalement, oui, le film est marqué dans son époque, mais bon, comme absolument tous les films au final. Oui, en fait, moi c'est surtout, je te dis, en fait, le problème, c'est que par exemple, quand on parle de baston de bar, de trucs comme ça, qui c'est quand même un truc un peu justement typique de trucs de saloon, tu vois, par exemple, et pourtant c'est assez gracieux la façon dont c'est fait en général. Je trouve que c'est plus dynamique, même dans une comédie de Blake Edwards, tu vois. C'est ça le truc. Et je parle même pas de gag, hein. Je parle vraiment en fait de baston en général. J'adore ça, les bastons, moi, en général, dans les bars. Je trouve que c'est un truc super, tu vois. Mais là, en fait, il y en a 2-3 dans le film. Ouais. Et je les trouve, cheap, quoi. Mais de toute façon, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la scène d'action, tout ce qui est de l'ordre de tu vois, c'est-à-dire pareil, en fait, ça va pas assez loin, tu vois. Il y a un monster truck. Moi, j'adore les monster trucks, tu vois. Mais en fait, c'est une scène pas terrible, quoi, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, en fait. Et je trouve que c'est un film qui va pas assez loin. C'est pour ça que je suis très étonné, parce que je constate, hein, déjà parce qu'on a fait ce petit sondage à notre niveau, hein, sur l'insta de Capture. Je constate qu'il y a des fans de Roadhouse. Ouais. Il faut qu'il y ait des fans de Roadhouse pour qu'il y ait des mecs qui fassent des t-shirts que tu portes, quoi, tu vois. Tu es un fan de Roadhouse, voilà, oui, aussi. En fait, mais c'est un film qui, pour moi, va pas aussi loin qu'il devrait aller, quoi. Il y a dans les fans de Roadhouse, je pense qu'il y a la même chose que dans les fans de Steven Seagal.
C'est-à-dire que t'as ceux qui aiment le film sincèrement et ceux qui aiment pour s'en moquer. J'ai pas de proportion, mais tu sais, aux États-Unis, ils appellent ça les cult classiques. C'est les fameux films qu'on regarde et qu'on appelle avec des guillemets, parce que moi je suis pas un gros fan de ça, des films tellement mauvais qu'on se met à les adorer. Et il y a beaucoup de gens qui aiment Roadhouse pour ça, parce qu'ils disent, de toute façon, le film est pourri, mais il nous fait rire. Ça, c'est une première frange, et elle vaut ce qu'elle vaut, je la juge pas. T'as la deuxième frange qui est celle qui aime sincèrement le film. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième. Je sais que il y a pas mal de gens probablement qui vont dire mais il est taré, ce film est nul. Non, je pense que tu vas être leur bouée de sauvetage sur ce podcast. Voilà. Parce qu'on va, je te dis, on va encore râler sur le fait qu'on traite un film où on n'est pas d'accord, si tu veux. Mais pour moi, c'est pas très grave. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important, et surtout pour des films en fait qui ont justement une espèce d'aura de Madeleine en fait. Il y a aussi ça. Il y a aussi l'aura de Madeleine, parce qu'il faut se souvenir que donc Patrick Swayze sortait de Dirty Dancing, qui avait été à l'époque mais un carton qui est difficilement imaginable pour un petit film, parce que c'est un truc tout petit. C'est quoi ? On est sur 3 millions de budget pour Dirty Dancing, je crois. Je suis pas tout à fait sûr. Par contre, je suis sûr des recettes. Le film, il avait fait 210 millions monde. Si tu le faisais aujourd'hui, ça te ferait un 500 millions. Pour un film qui a coûté le budget d'un Blumhouse. Donc on sortait d'un carton inimaginable. Et au final, Roadhouse, en salle, ça a été une déception. C'est un film qui avait un budget plus que correct. Déjà, on a parlé de l'équipe technique. Des gens comme ça, ils sont pas gratuits. On a un budget qui est aux alentours de 15, ce qui à l'époque était un budget pas fort, mais moyen plus. Et il a rapporté 30. Donc en exploitation salle, c'est pas un film qui a marché du tout. C'est un film qui s'est construit avec la vidéo, mais aussi parce qu'il a les oripeaux de ce qu'on vraiment le indéfini de ce qu'on aime dans une exploitation vidéo. C'est un film qui est facile à regarder, c'est un film où il y a un peu de baston, un peu d'amour, un peu d'humour, un peu de punchline. Donc il y a tous ces petits trucs qu'on aime voir dans les films, dans le film du samedi soir. Et il a tous les ingrédients du film du samedi soir. Tu trouves qu'il pousse pas assez, et je te le concède, qu'il va pas assez sur une direction. Ok, il va pas assez à fond vers où tu aurais voulu qu'il aille, mais il a tous les petits ingrédients qui plaisent. Mais alors moi, tu vois, il y a aussi des problématiques d'écriture dans ce film. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est un film que j'avais pas revu depuis 25 ans. J'ai vu le film 2 fois avant. C'était une fois en salle à l'époque, où j'étais genre, rien à foutre. Vraiment, en plus, moi, j'allais voir tous les Joel Silver à l'époque. C'était vraiment, j'étais déjà en train de percuter les noms des prods et tout ça, etc., etc. Et vraiment, je suis sorti, je me suis dit, putain, c'est le mec qui a fait Die Hard, c'est le mec qui a fait tout ça, etc., etc. Et sans attendre Die Hard, évidemment, faut pas déconner. Je veux dire, moi, je me contentais de peu à l'époque, tu vois, et je l'ai pas eu. C'est un film que j'ai revu quelques années après en vidéo, tu vois, en VHS ou en DVD, je sais plus, tu vois. Non, en VHS, je pense. Et en fait, 25 ans ont passé avant qu'on se décide à le traiter aujourd'hui et que je le revois, tu vois. Et honnêtement, je suis abasourdi par des problématiques d'écriture, mais genre basiques, quoi. C'est-à-dire que quand Ben Gazzara prend le Monster Truck pour défoncer une concession auto d'un mec qu'on a quasiment pas vu du film, si tu veux, et là d'un seul coup, mais t'as Patrick Swayze qui pète un plomb, tu sais, qui devient fou, qui dit faut que je le pousse sa gueule à cet enculé, etc., etc. 10 minutes après, il tue son meilleur ami, et là, si tu veux, en fait, la rage, elle était déjà là, quoi, si tu veux. Donc c'est des trucs où tu te dis, mais c'est, enfin, en fait, ménagez vos effets, les mecs, je sais pas, dans votre écriture, enfin, faut trouver des trucs pour que ça soit cohérent, quoi, tu vois. Le truc il a un master en philosophie, tu fais, mais pourquoi? C'est Patrick Swayze qui l'a rajouté, c'est pas possible, ça sert à rien, tu vois, il y a même pas une phrase. Parce que c'est ça que j'adorais dans les films de cette époque-là, c'est quand t'avais une bande-annonce qui commençait avec une phrase de Platon. C'est un truc comme ça qui était quand même le truc, tu sais, Hollywood qui te sortait des phrases de philo grec et tout, tu vois. Et tu devenais fou, quoi. Là, t'as le célèbre, pendant qu'il se fait raccommoder, le célèbre Pain don't hurt. La douleur, ça fait pas mal. Ouais, mais sauf que ça marche tellement mieux dans Terminator. C'est pas le même niveau. C'est la douleur, c'est la douleur n'est qu'une information, quoi. Non mais Stéphane, Terminator, c'est un chef-d'œuvre. Roadhouse, c'en est pas un. Ce que je veux dire par là, sauf que tu vois, c'est un chef-d'œuvre pour nous. C'est-à-dire que si tu parles à des gens qui regardent les films de l'extérieur, si tu veux, t'auras pas mal de gens qui vont t'expliquer que c'est quand même un film de bourrin à la base, tu vois. Et en tout cas, clairement, à la sortie du film, c'était cette logique-là. Oui, mais en fait, là, pour le coup, le temps parle pour nous. C'est-à-dire que c'est un film aujourd'hui qui est encore cité comme un classique. Roadhouse, c'est cité comme un petit film culte, un peu sympa, un peu rigolo, en sachant que oui, le degré de philosophie, pour moi, ça fait partie de cette exubérance 80 dont je te parlais tout à l'heure. Ce que je voulais dire, en fait, si je reviens sur le truc, excuse-moi, de Terminator, c'est juste pour dire que
En fait, la phrase, elle est cohérente avec le personnage, elle est cohérente avec Kyle Reese dans Terminator. Là, elle est pas cohérente du tout avec le personnage de comment il s'appelle, de Patrick Swayze, quoi. Mais arrête de chercher l'écriture de James Cameron dans un film qui équivaut à Steven sans parler de Seagal. l'écriture, attends, sans parler de l'écriture de James Cameron, je cherche. C'est ce que tu viens de faire. Non, là, j'ai pris un bon exemple, mais un exemple où c'est réussi. Pour donner un exemple où c'est réussi, parce que sinon les gens vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste en fait avoir un personnage qui est censé être le personnage avec lequel je suis censé m'attacher, moi, et qui est mon point de référence en fait pour suivre le récit du film, tu vois, que je comprends. Moi, en fait, si tu veux, j'ai une vision du cinéma d'action c'est mon genre préféré. Donc le truc, si tu veux, c'est que j'ai une vision du cinéma d'action où mon exigence, on va dire, elle va pas forcément. Il y a plein de films de merde que j'aime, hein. J'en ai conscience, tu vois. Enfin, mais en fait, nos auditeurs peut-être pas, mais moi je sais. Non, mais voilà, il y a plein de films de merde que j'aime et qui ont peut-être un passe-droit, mais en vrai, c'est pas un passe-droit nostalgique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu vois, c'est vraiment un truc où je me dis, ok, en fait, ce film-là, il y croit. Ce film-là, ils ont essayé de faire un truc. Là, t'as l'impression que c'est Patrick Swayze qui s'est pointé, qui a mis ses 3 marottes à lui. Tu vois, parce que en fait, le truc de la philo, le truc de, comment t'appelles ça, du bouddhisme et tout ça, etc., et c'est déjà dans Point Break aussi. Et une scène de sexe sur This Arms of Mine, qui était déjà dans Dirty Dancing. Il aime bien avoir des scènes de sexe sur This Arms of Mine. Donc en fait, il a ces petites marottes comme ça, mais en fait, on lui a filé parce que c'est le premier rôle, tu vois. Mais en fait, ça fit pas avec le reste du film, quoi. Mais c'est ce que tu viens de dire avant. C'est en fait, on aime le cinéma d'action, et donc on a des passe-droits, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va effacer parce qu'on a un attachement au film. Tu n'as pas d'attachement à Roadhouse, donc tu ne vois que ses défauts. Moi, je lui donne des passe-droits en me disant, ok, moi, cette histoire de bouncer, enfin de couleur, parce qu'il y a plusieurs genres de videurs, hein. Sachez-le, moment culture, il y a le bouncer, donc celui qui est le videur à l'intérieur de la boîte de nuit, celui qui tape, et il y a le couleur, celui qui maintient l'ambiance, et celui qui fait des gestes de la tête pour dire c'est le moment où tu tapes. C'est l'intelligent de la bande. Et le fait que... Ok. Ouais, j'ai essayé. Le fait est que moi, ce mélange-là de ce mec philosophe qui va vivre une histoire d'amour, qui a son mentor classique, hein, l'histoire du mentor qui va arriver dans l'histoire, et puis, bon, on a dit qu'on spoilait, de toute façon, on parle de Roadhouse. Hein. C'est le mentor qui va mourir et qui va déclencher la colère. Tout ça, moi, ça me satisfait. Le fait que le mentor soit joué par Sam Elliott dans le rôle de Sam Elliott, je trouve que ça marche très très bien. Bon, c'est pas le problème, c'est pas Sam Elliott. À la limite, il serait pas dans le film, j'aurais pas compris, quoi. C'est Sam Elliott, tu le mets pas, je sais pas, tu le mets pas dans un Woody Allen, quoi. Non. Ou alors il faut vraiment qu'il joue le mec qui vient de la campagne, quoi. Bah, il joue Sam Elliott, hein, pour le coup, c'est le cheveu crade, le mec qui aime le whisky, le mec qui a la voix cassée, et je trouve qu'il le fait très bien. Qui avait peut-être 40 ans à l'époque, mais t'as l'impression qu'il en avait déjà 75, voilà, quoi. T'as l'impression qu'il est déjà fatigué, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ouais, il y a plein de petits plaisirs dans ce film-là. Alors vas-y, parce que justement, alors revends-le-moi. Mais en fait, j'essaye. Je te dis, c'est un film qui est très bien fait en termes techniques. Belle photo, belle musique, beau montage. Je te dis, il y a un acteur qui est honnêtement quelqu'un qui occupe bien l'espace parce que c'est un danseur. Je peux te dire qu'il y a un travail sur la musique qui est très intéressant aussi. Faut savoir que le chanteur, quand le W, c'est donc une boîte qui fait de la musique live. Et la musique live est jouée par un type qui pose sa guitare sur ses genoux, qui s'appelle Jeff Healey. Et Jeff Healey, c'était vraiment un musicien qui est vraiment aveugle et qui jouait vraiment comme ça. Et du coup, t'as pas mal de reprises de blues qui font que, à l'époque des années 80, où t'avais quand même la musique majoritaire était bien souvent synthé dans les... Oui. Là, tout d'un coup, t'as un truc qui revient au blues, qui revient au rock, et donc t'as de la musique que t'as pas l'habitude d'entendre. Enfin, il y a tout ce mélange d'ingrédients qui fait que moi, au final, c'est un film que je vois peut-être avec un côté Madeleine de Proust, mais aussi avec un vrai plaisir. Moi, j'ai un sourire à la banane pendant les 2 heures, quoi. D'ailleurs, j'ai un quiz pour toi. Oh là. Est-ce que tu connais le rapport entre Roddy Harrington et Quentin Tarantino? Non. Ouais, ça m'étonne pas, parce qu'elle est un peu tirée par les cheveux. En fait, l'ouverture du film Roadhouse, c'est sur un morceau d'un groupe qui s'appelle The Cruzados, et The Cruzados, c'est le groupe de Tito Larriva. Mais oui, je suis con, parce qu'en fait, effectivement, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais c'est le mec de From Dusk Till Dawn. Absolument, voilà, c'est effectivement Tito Larriva qui a fait son groupe, et dans la célèbre scène de striptease de Salma Hayek, c'est Tito Larriva qui chante avec son groupe. T'es malhonnête, parce que t'aurais dû dire c'est quoi le rapport entre Roddy Harrington et Robert Rodriguez, tu vois. Qui c'est qui a écrit le scénario? Ouais, bon, qui c'est qui a fait le film, quoi. Tu vois, je veux dire, et malheureusement, ça se voit, tu vois. Mais c'est pas un podcast sur Une nuit en enfer. Mais d'accord. Et c'était le seul quiz que ouais, c'était le seul quiz. Il y a qu'une seule question. Ouais, écoute, c'était un quiz à une question. Bon, d'accord. Alors, déjà, j'ai trouvé un quiz, c'est déjà pas mal. Alors, tes scènes préférées? Alors, mais en fait, j'aime beaucoup la scène justement d'intro où on te présente le personnage comme le meilleur du monde. Tu sais, où il regarde la salle en secouant la tête parce qu'il aime bien la zik.
Puis tout d'un coup, il voit un mec au fond, il fait. Vous pouvez pas le voir, mais donc il secoue la tête un peu plus fort pour dire ok, tu lui pètes la gueule. Moi, je trouve que c'est une belle introduction de personnage. J'aime beaucoup la baston avec Marshall Tigg, donc qui est le henchman principal, l'homme de main principal. J'aime bien le personnage de Wade Garrett. Tu parles de celle où il celle où se il barre pourrit en moto et il le défonce. Voilà, c'est celle où il le pourrit pour de bon. C'est une scène que j'aime beaucoup. Qui est d'ailleurs, si je dis pas de conneries, l'ex d'un personnage qui essaye de se taper Patrick Swayze quoi dans le film. Pardon ? Il y a un moment donné, en fait, il est avec une nana qui drague Patrick Swayze. C'est pour ça qu'ils ont un problème entre eux, en fait. Non, c'est parce que c'est l'ex du patron, c'est l'ex de Ben Gazzara. C'est l'ex du patron, ouais, d'accord. Okay. C'est pour ça qu'il lui dit tu touches pas. En fait, j'ai pas tout compris au film. C'est un film beaucoup plus complexe que tu vois. T'as pas tout pigé. Ouais, c'est Matrix Reloaded, en fait. À peine. Matrix Reloaded. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Wade Garrett et toutes les scènes qu'il a, parce que je trouve qu'il apporte une dose d'humanité alors qu'il a 10-15 minutes à l'écran. Déjà parce qu'il a une punchline, et j'aime beaucoup les punchlines. Et tu t'en souviens pas de la punchline ? Vas-y. Bah ouais, toi tu la regardes en VF, moi je la regarde. Tu veux te battre le nuque ? Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. C'est top, c'est génial. Ouais, non, mais ça c'est de la VF ça. Bah évidemment que mais c'est comme un Steven Seagal en français, Roadhouse. Non mais attends, tu peux pas, tu me dis deux trucs, tu me donnes deux infos contradictoires. Tu viens de dire moi j'aime le film sincèrement. Pour des raisons, si tu veux, de qualité. Et là, tu me parles de Steven Seagal. Mais parce que j'aime profondément les premiers Steven Seagal. Et je les aime en VF, mais j'aime les premiers polars de Steven. Je les aime vraiment. Messieurs, dames, je découvre des choses en enregistrant ce podcast. D'ailleurs, alors que je connais Julien depuis 10 ans. Et... Qui est le scénariste de ton question quiz. Quel est le point commun maintenant, j'ai un peu répondu, mais quel est le point commun entre Justice Sauvage et Roadhouse ? C'est le même scénariste. C'est le même scénariste. Ouais. C'est un mec qui sait ce qu'il fait, tu vois. Précis. Ouais, alors moi, tu vois, Justice Sauvage, c'est pas le scénar, tu vois, qui me transporte. C'est John Flynn plutôt et John Flynn, et puis il utilise des saucissons pour taper sur la gueule des mecs, et voilà, enfin, tu vois, c'est un mec qui s'appelle R. Lance Hill. Oui, voilà, tout à fait. Sous un pseudo, David Lee Henry. Et il a signé ces deux scénarios-là. Donc, j'ai fait des quiz pour toi, pour essayer de t'intéresser au film. J'ai l'impression que j'y arrive pas du tout. Attends, j'ai un troisième quiz. Attends, j'en ai un troisième. Est-ce que tu connais le slogan du film à l'époque qui jouait sur la vibe Dirty Dancing ? Non. Ah oui, attends, il renverse les... Attends, c'est quoi ? Il renverse les cœurs ? Non, c'est dans... je la connais qu'en VO. Non, ça, c'est Cocktail, non ? Ça, c'est pas ça ? Il renverse les cœurs. Vas-y, alors, vas-y. Là, c'est the dancing is over, now it's getting dirty. Ouais, d'accord. Dirty Dancing. Ouais, d'accord, ok. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, la danse c'est terminé, maintenant ça va devenir sale. Ouais, ok. Est-ce qu'on parle de... parce que en fait, c'est quand même un podcast sur le cinéma d'action, hein. Faut arrêter maintenant les conneries, quoi. Est-ce qu'on parle de Benny the Jet Urquidez ? On peut. Moi je le connais assez mal, donc je vais te laisser faire. Je sais que c'est l'entraîneur sur Roadhouse de Patrick Swayze. En l'occurrence, et puis surtout un gros ponte du kickboxing en fait, à Hollywood notamment. Alors, soyons honnêtes, quelqu'un de très physique, mais quelqu'un qui a vraiment pas le charisme pour passer à l'écran. Benny the Jet Urquidez, alors je sais pas si... déjà il a fait un paquet de séries B et PM, mais aussi, c'est-à-dire en tant que... premier rôle, second rôle, tête d'affiche avec quelqu'un d'autre en général, ce genre de choses quoi. PM, c'est-à-dire des petits films de vidéoclub Ouais, les PM Entertainment, les trucs comme ça, c'est-à-dire c'était une boîte en fait qui faisait ça dans les années 90, enfin surtout 90 quoi, et qui avait pris le creux de la vague en fait avec les sorties vidéo quoi, c'est-à-dire tous ces films d'action, on le sait que si tu veux t'avais une bonne marge en fait qui fonctionnait en salle quand c'était Van Damme, quand c'était justement ces trucs là quoi, mais derrière en fait si tu veux il y a eu une vague de sous-kickboxer movies, parce que là c'est pareil, c'est Roadhouse, on peut pas vraiment dire que c'est un film de kickboxing, même si techniquement la baston c'est du kickboxing en fait dans le film quoi, d'où la présence de Benny the Jet, c'est son surnom, Urquidez quoi, et en fait en gros lui-même disait en gros Urquidez qu'il était hyper impressionné par les prouesses physiques de Patrick Swayze et qu'il était quasiment persuadé qu'il pouvait passer pro en fait sur le film quoi. Moi ça se voit pas à l'écran en fait, j'entends encore une fois que le truc est pas magnifié, c'est-à-dire Van Damme on dira ce qu'on veut et c'est de la mise en scène basique la plupart du temps, hein, faut être honnête quoi, mais c'était de la mise en scène qui mettait vraiment en valeur les coups et les prouesses physiques en fait de Van Damme, donc dès qu'il faisait un roundhouse, dès qu'il faisait un truc comme ça, t'avais un ralenti, t'avais un truc que t'as pas du tout en fait dans Roadhouse à la fin.
Ce qui fait que c'est très technique quand tu les vois le faire, tu vois, mais je trouve que c'est un peu filmé de loin, un peu ci, un peu ça, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai manque en fait de mise en valeur de la chorégraphie, quoi. En sachant qu'ils ont eu un pépin supplémentaire, c'est que si Patrick Swayze est devenu acteur, c'est parce qu'il était danseur et il s'est ruiné le genou en faisant de la danse, donc il est passé à l'acteur. L'un de ses premiers rôles, ça a été L'Aube Rouge, il y en a eu quelques-uns avant, mais je m'en souviens plus. Et puis sur Dirty Dancing, il était l'un des initiateurs du projet parce qu'il adorait le fait de pouvoir montrer que la danse, ça pouvait être quelque chose de beau à l'écran, sauf que ça tapait sur le genou, et quand il a fait Roadhouse, en fait, il en était au stade, effectivement, où il avait des infiltrations de façon régulière, parce qu'il avait le genou qui lui posait beaucoup de problèmes sur le tournage. Ça peut-être expliquer le fait que parfois c'est un peu cuté, ou parfois c'est filmé d'un peu loin, même si moi je trouve vraiment que la baston au bord du lac, elle fonctionne, je trouve qu'elle a un vrai impact, quoi. Moi je pense que c'est plus des capacités de réal en fait à la fin, c'est-à-dire que en fait ce bon vieux Roddy, bah ouais, et tu sais, on a fait on a peut-être pas encore passé, ceci étant dit, au moment où on enregistre, et puis en fait on va peut-être passer Roadhouse avant, on a fait un enregistrement de stéroïdes sur son autre film piège en eau trouble avec Mathieu Gallet, et on en parle aussi, si tu veux. Ouais. Alors c'est Mathieu Gallet qui a fait le podcast avec moi, oui. Tu vois, il sera content que tu le compares, mais tu vois, mais en gros, non, le truc c'est que oui, c'est pas, enfin puis c'est quelqu'un qui a disparu de la circulation, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que genou pété pour genou pété, tu vois, en fait, il fait ses cascades dans Point Break. Mais là aussi, pour le coup, non, mais pour le coup, elles sont vraiment mises en valeur, c'est-à-dire que t'as une vraie poursuite, en fait, tu sens le truc. T'as pas vraiment besoin de me convaincre que Catherine Bigelow est une meilleure réalisatrice que Roddy Harrington. Voilà. Hein. Pour finir une sur génie, Roddy. Ouais. Pour finir sur ma petite incursion pour parler de Benny Jodel Turquides, vous l'avez peut-être vu dans... Alors c'est un film qui n'est pas sorti en salle en France, mais qui était sorti en vidéo, qui a un petit culte aux États-Unis, qui s'appelle Grosse Point Blank, qui est un film avec John Cusack, et il joue un tueur à gages en fait à la fin du film, et il a notamment une scène pareil, de baston de kickboxing dans un couloir d'école. Donc voilà, c'est Benny Jodel, c'est une petite légende d'Hollywood, en tout cas au niveau du kickboxing. Et d'ailleurs, effectivement, il a jamais franchi la barre du cinéma mainstream, mais c'était devenu un entraîneur relativement souvent, donc plutôt derrière, et il avait des caméos dans les films. D'ailleurs, je crois qu'il a un petit caméo dans Roadhouse. Il apparaît dans le bar vite fait au fond d'un truc, quoi. Mais voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que pour finir sur Roadhouse, disons que, enfin, sauf si t'as peut-être des trucs à rajouter, je ne sais pas. J'ai la vague impression que je t'ai pas totalement convaincu. Non, et à plus forte raison que j'allais dire, si tu veux, moi j'adore à la base ce type de cinéma-là. En fait, si tu veux, j'adore quand les mecs poussent le truc, c'est-à-dire que quand t'as des vrais drawings, quand t'as des vrais trucs, etc. Là, mais il est où Danny Trejo? Il est où? Attends, t'as Ben Gazzara, c'est une gueule. Ben Gazzara, c'est encore autre chose. Ben Gazzara, moi je l'aime pour Ben Gazzara, c'est une gueule, mais moi je l'aime pour que son travail soit caché Cassavetes, tu vois. C'est ça le truc en fait, c'est que j'ai du mal à tu vois, pour moi c'est littéralement en fait Enfin, il vient cachetonner, ça se voit en fait, si tu veux, mais à 300%. Tu me demandes où sont les trolls, tu me diras, ça sera exactement la même chose avec Tommy Lee Jones et dans Under Siege, hein, tu vois, dans Piège en haute mer. Je sais très bien qu'il vient cachetonner, mais en fait, il fait tellement n'importe quoi qu'au moins c'est rigolo, tu vois. Là, Ben Gazzara, il est censé faire le mec suave et menaçant, et j'ai beau trouver que c'est un excellent acteur. Et c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Tu vois, tu crois pas. Il est pas menaçant pour dessous. Tu vois. Et voilà. Patrick Swayze, comme je l'ai dit, je trouve que c'est pas un acteur de voilà. Et donc, même, tu vois, par exemple, sur les hommes de main dont on parle, tu vois, il y a un gros, par exemple, si tu veux, c'est pareil. Je trouve ça assez cool, en fait. Tu vois, j'ai l'impression de voir une bouboule dans un film, dans un jeu de baston des années 80. D'un autre côté, tu me dis, je voudrais qu'il y ait une plus belle représentation du col bleu et du redneck, et en même temps, quand on t'en présente, tu dis c'est une bouboule. Mais il n'existe pas, ce perso. Mais si, il existe. Non, il n'existe pas. Il est là dans le film, mais en fait, il a rien à jouer. Tu vois. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quand je parle de représentation du col bleu, c'est plus une manière de dire, si tu veux, faire ressortir en fait une noblesse. Mais là, il y a rien de tout ça. Tu vois. Enfin, pour moi, il y a rien de tout ça. Mais pour moi, tu vois. Genre, on va peut-être laisser les auditeurs en juger après derrière, mais voilà, moi je serais intéressé de savoir justement si les auditeurs aiment Roadhouse, ou n'aiment pas d'ailleurs, ils ont le droit, mais s'ils l'aiment pour un côté juste parce qu'ils aiment bien se foutre de la gueule du film et regarder du popcorn, ou s'ils l'aiment sincèrement, et s'ils l'aiment sincèrement, pourquoi? T'as raison, je pense qu'il y a des deux.
Mais j'aimerais bien savoir, vraiment, moi ça m'intéresse. Je réponds jamais parce qu'en fait, je sais même pas ce que c'est qu'un réseau social, mais je lis quand même les commentaires. En tout cas, les commentaires sur YouTube, par exemple. Les commentaires sur YouTube, je les lis tous. Ouais. Donc moi, je suis intéressé de savoir ce qui vous plaît, si ce film vous plaît. Parce que déjà, j'aimerais bien être moins seul. Parce que là, après avoir discuté pendant 20 minutes avec Stéphane, 35 minutes. Je m'en veux un peu. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas bien d'aimer Roadhouse. Donc aidez-moi. Mais si, mais tu fais ce que tu veux. On a tous nos déviances, tu vois. Mais tu me la présentes comme quelque chose que t'aimes sincèrement. J'aime sincèrement. En fait, attention, c'est un film de qualité. Non, j'aime sincèrement. Ça veut pas dire c'est un film de qualité. Okay, j'aime sincèrement. Okay. Ouais, moi, j'ai un dernier trivia pour toi. Il paraît que Bill Murray, quand à chaque fois qu'il voit le film passer à la télé, en fait, et notamment quand il y a la scène de cul, il appellerait il appellerait le mari de Kelly Lynch pour lui dire c'est pas mal quand même. Et c'est très bien parce que c'est là où t'as envie de te dire pourquoi c'est pas Bill Murray qui joue dans le film. Quoi. Parce que Bill Murray. Bon, non, je vais rien dire parce que moi j'aime pas. Non, beaucoup parce que là, Murray. tu vois, tu vas te péter ta street cred, tout le monde est là, putain, il est bien ce Charpentier, il aime bien Roadhouse, tu vois, et là tu vas commencer à dire du mal de Bill Murray, ça va pas passer. Je sais qu'il faut y pas. compris auprès des fans de stéroïdes. Ouais, je sais qu'il faut pas. Mais j'aime pas vraiment Bill Murray, c'est une feignasse. On en reste là. On en reste là. Patrick, tu nous manques. D'accord, ok. Bon bah là, c'était un cri du cœur. Merci Monsieur Julien Charpentier. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont subi, je pense, mon comment dire, pas détestation, ça sera un grand mot quand même, mais ton peu d'amour. Voilà, mon manque d'amour en tout cas pour Roadhouse. J'aurais dû prévenir en fait avant qu'on fasse le sondage, mais malheureusement des fois ça arrive. Merci à nos auditeurs, donc merci à nos tipeurs, hein, grâce à qui on fait ce genre d'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux habituels. Et il faut remercier Alain, putain il me pointe du doigt. Mais tu sais moi Alain, il est là. Ouais. Ah oui il est là, tiens c'est vrai. C'est grâce à lui qu'on a du son en fait. C'est vrai ah ouais c'est vrai, si vous nous entendez, parce que j'aurais pu parler dans le vide, j'aurais pu faire. Et vous aurez rien entendu quoi, mais en fait c'est grâce à lui quoi. Donc merci à la technique, voilà. Lui il aime beaucoup Roadhouse en plus, je pense qu'il aurait dû venir au micro pour en parler. Il a pas la tête de quelqu'un qui aime beaucoup Roadhouse. Hein, j'en ai un bon souvenir. C'est bien, voilà, très bien, continue comme ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, il a dit qu'il en avait un bon souvenir. Voilà. Vous allez me laisser finir cette putain d'émission où j'ai le droit, hein, bordel de merde. Bref, donc merci aux tipeurs, merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, hein, Twitter, Instagram, Facebook, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas encore TikTok, mais bon. J'essaye de convaincre Julien de se mettre dessus. Quoi, non, je te verrais bien danser. Moi, non, j'ai pas les autres, je peux pas commencer avec celui-là. Non, mais je peux pas me comparer à Patrick. Et en fait, je crois qu'on va en rester là, en vrai, hein, si tu veux. Donc, si vous voulez si vous voulez toujours nous soutenir, c'est sur Tipeee, donc 3E, tipeee.com, et le mot-clé, c'est Capture Mag. Et puis moi, je vous dis à la prochaine avec probablement un film que j'aime un peu plus. Merci, au revoir.